Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock qui se moque de moi parce que j'ai dit Toulouse au lieu de Toulouse. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Il n'y a pas qu'elle. On commence avec vos quotidiens nationaux et La Croix qui résume simplement et efficacement le contexte politique. Le Front National monopolise l'élection. Alors que les Échos tirent les douloureuses leçons du premier tour, aujourd'hui en France l'affirme, rien n'est joué. Dans son dessin, Rançon présente deux électeurs. Le premier tient une urne. On va prendre ça pour bloquer la porte au Front National, dit-il. Mais l'autre lui répond, si elle est vide, ça ne va pas résister très longtemps. Autre dessin en une de l'Opinion, il est signé CAC cette fois. Nicolas Sarkozy parle à François Fillon et à Alain Juppé. On est bien d'accord, hein, stratégie du nini. Fillon reprend alors, ni leader de la majorité, et Juppé enchaîne, ni leader de l'opposition. Je pourrais poursuivre en reprenant l'interrogation de 20 minutes. Le retrait, une stratégie stérile. Avec l'humanité, comment endiguer la vague brune ou Libération à la recherche de l'introuvable riposte. Mais je vais plutôt vous parler des météorites qui enflamment Drouot. 250 petits bouts de ciel qui ont été mis en vente hier, nous raconte aujourd'hui en France. Des blocs noirs, plus ou moins sculptés par leur passage dans l'atmosphère. Les prix, eux, se sont enflammés. 18 200 € pour une pièce de 490 grammes trouvée dans le désert du Sahara. La plus grosse pièce est partie à 130 000 €. Un designer de 42 ans se réjouit d'avoir pu emporter une petite pièce. Je trouve cet objet fascinant, venu de quelque part entre Mars et Jupiter. Cela incite, dit-il, au questionnement sur la vie, sur la mort. Si la météorite n'est pas toujours très belle, elle est belle dans votre tête, poursuit un spécialiste. Comme si on avait besoin de fermer les yeux et de rêver un peu ces temps-ci. Génial. Ça vous plaît, hein? Chasseur de météorites, j'adorais comme métier. Je vais vous trouver un petit caillou dans le square à côté, je vais vous le filer pour 30 000. Marion Calais, quelles sont les unes qui ont retenu votre attention dans la presse régionale ce matin? Les grandes manœuvres de l'entre-deux-tours dans l'écho républicain, ainsi en centre Val-de-Noire, les listes socialistes et écolos fusionnent. De son côté, le Havre Livre essaie d'imaginer les effets du réchauffement climatique au Havre. Ça donne cette photo du centre-ville en une. D'un côté, à plus 2 degrés, l'eau atteindrait en gros la calandre des voitures garées dans une rue du centre-ville. À 4 degrés, c'est l'autre moitié Dans de la la même une. rue, hein. En revanche, dans la même rue, ce sont les voitures et une partie des immeubles qui se retrouveraient complètement sous les eaux. Spectaculaire, la C'est photo assez sur spectaculaire, europe1.fr, la c'est photo. étonnant. Un diamant noir dans l'Indépendant, la truffe, l'eau devient une plaque tournante. Elle se négociait hier sur un marché entre 500 et 700 € le kilo. Vous avez lu la truffe, j'ai cru qu'Eva Rock faisait la une du journal. L'histoire du jour, c'est la C'est bas, traversée. c'est très très bas. Quel coup bas. Oh là là. L'histoire du jour, c'est la traversée de la Manche à vélo dans Et West vous France. allez pédaler pour la peine, Thomas. Sous la mer, c'est un jeune homme de 34 ans qui a rêvé toute son enfance en lisant Jules Verne ou Le Trésor de Rackham le Rouge dans Tintin. Il se lance dans l'aventure. Cet été, il va faire la traversée entre Plymouth et Saint-Malo, 250 km à bord donc de son sous-marin à pédale. Ça Un rappelle engin, les Soudoués avec le requin, vous vous souvenez? cet engin de 6 mètres en acier capable d'accueillir 2 personnes pendant une dizaine de jours, l'une des plus petites expéditions ayant jamais existé. Et le jeune polytechnicien qui a travaillé pendant 8 ans dans l'industrie pétrolière veut même faire de son aventure une expédition de vulgarisation scientifique à bord d'un système pour prendre des photos avec flash, histoire, dit-il, de faire connaître les fonds de la Manche à tous. C'est vrai qu'il y a la photo, il ressemble au sous-marin du professeur Tournesol. Ça hein. ressemble complètement Ouais. à Tintin, au sous-marin de Tintin. Jean-Philippe Ballas, puisqu'on vous tient, la presse internationale. Le trésor de Rackham le Ce Rouge. matin, oh, dis donc, il connaît Tintin. Ah Ça ouais, va attends. parler. Alerte rouge à Pékin, ça sonne comme un film catastrophe, c'est pourtant bien la réalité dans la capitale chinoise. Et on parle évidemment de pollution. Alors on pensait que les Chinois étaient au summum de ce que l'on pouvait endurer. Il semble qu'on ait franchi un nouveau cap avec cette alerte rouge donc à Pékin. C'est la première fois que la capitale atteint ce niveau. Il suffit de regarder des vidéos de la chaîne publique CCTV ou encore les photos du journal China Daily pour suffoquer soi-même quasiment et comprendre l'ampleur du désastre. Il y a un épais brouillard qui recouvre absolument tous les buildings. Impossible de voir à moins de 200 mètres, c'est ce que dit la présentatrice télé avec un petit sourire figé tout de même. Alors on distingue des bicyclettes qui avancent, malgré tout les Pékinois qui mettent des masques dont on se dit qu'ils doivent faire l'effet d'un placebo. Les écoles sont fermées, la circulation alternée, c'est ce que raconte le China Daily. Les usines les plus polluantes ont purement et simplement suspendu leur activité. Au pays de la production permanente, vous apprécierez quand même. On distingue à peine le ciel, c'est ce que raconte un riverain à la BBC, alors que pendant ce temps, il faut le dire, à Paris, il y a la COP21 qui entre dans sa dernière ligne droite. Alors,
La Chine a promis de montrer l'exemple. Cette alerte rouge, il faut le dire, c'est aussi une décision politique pour tenter de calmer une population excédée. On aura en tout cas appris un nouveau mot en 2015, les amis, airpocalypse, qui traduit bien quand même l'angoisse et le désarroi des Chinois. Et quand on avait fait la matinale à Pékin début novembre, le taux était bien inférieur et honnêtement, c'était difficilement respirable pour nous qui n'avons pas l'habitude. Axel de Tarlé, le pétrole tombe à son plus bas niveau depuis 7 ans, c'est-à-dire dans le Financial Times. Exactement, et c'est un peu la suite de ce que disait Jean-Philippe. Le pétrole donc est tombé à $37 le baril. Pour mémoire, en courant 2014, il était à $100 le baril. Donc vous voyez... et on nous disait ce sera peut-être 200 bientôt, etc. Ce sera peut-être 200, etc. Il a fait le mouvement inverse. Donc il faut se mettre à la place des pays producteurs qui ont vu leurs recettes, ce qu'ils encaissent en vendant leur pétrole, divisé par 3. Donc que font-ils, les pays producteurs de pétrole, pour augmenter leurs recettes? Puisqu'ils ont... ils pompent davantage, ils vendent davantage. Et si vous voulez, après, il y a un cercle vicieux. En fait. Voilà, et il y a un cercle vicieux qui s'est enclenché, un petit peu comme sur un marché. Quand vous avez trop de melons en vente, le prix du melon s'écroule. Et donc, si vous voulez, plus les pays produisent, plus le cours baisse, plus les pays produisent encore plus. Et vous avez un cercle infernal qui fait qu'on n'a jamais autant produit de pétrole sur Terre. Alors, il y a des gagnants. Oui, qui s'en sort et qui s'en sort moins alors, bien, les gagnants et les perdants, les gagnants, c'est facile. Qui profite de la baisse des prix du pétrole? C'est nous, les pays, les consommateurs. Sur un plein, j'ai fait le calcul. Au diesel, c'est 6 € de gagné. Et ceux qui roulent à l'essence, c'est 7,50 €. Il y a des perdants. Les perdants, on vient d'en parler, c'est la planète. On n'a jamais autant produit de pétrole. Et puis, si vous voulez, quand le pétrole, l'essence n'est pas cher, on n'a aucune incitation à se mettre à la voiture électrique. Et puis on roule plus. On roule plus. Ouais. Et puis on a aux yeux, la voiture électrique, on verra une autre fois. Et les autres perdants, alors ça peut paraître plus terre à terre, mais c'est un bain de sang en ce moment, on n'en parle pas tellement. Et ça va dans ce que vous disiez, Marion, non, parce que j'étais en train de penser à mes deux bois. Il y a la filière française du pétrole qui va très mal. Il y a des plans de licenciement. Tous les ingénieurs du pétrole prennent des années sabbatiques. Et c'est comme ça qu'ils font des expéditions en sous-marin. Parce que c'était quelqu'un. Voilà. Oui, ils venaient de l'industrie pétrolière. Voilà. Et ils prennent tous une année sabbatique parce qu'il n'y a plus de boulot. Tous les nouveaux champs ont été suspendus. Il n'y a plus de travail dans l'industrie pétrolière. Et oui, Julie, 7,50 € d'économie, ça fait 50 francs. En fait, 50 000 francs. À la télé ce soir, Eva Rock, c'est sérieux. Non-assistance à personne en danger sur France 5 à 20h40. Oui, c'est un documentaire étonnant d'Aurélia Bloch qui a décidé d'enquêter sur la notion de non-assistance à personne en danger après avoir elle-même été confrontée à cette situation. Il y a 10 ans, une femme avait été agressée dans le train où elle se trouvait et Aurélia, elle n'avait pas bougé. Alors elle va débuter son reportage en allant voir une victime, Aurore, qui est très en colère, alors, évidemment contre ses agresseurs, mais surtout contre un des passagers qui l'a regardé, qui a baissé les yeux et qui n'est pas intervenu. Je me suis fait une promesse, si ça arrive et que je suis témoin, j'aiderai personne, à part les enfants et les personnes âgées. Ça, c'est ma seule promesse. Mais sinon, non. Parce que peut-être que celle qui se fera agresser devant moi, ce sera sa femme. Et que j'ai peut-être pas envie d'aider sa femme. Alors, la question est de savoir pourquoi on ne réagit pas, notamment quand on est plusieurs, notamment dans un wagon, parce que c'est souvent dans les transports en public. On appelle cela, en fait, l'effet spectateur. Et la journaliste va faire une expérience. Avec l'aide de comédiens, ils vont simuler une agression à un arrêt de bus. Et on va s'apercevoir que quand les témoins sont nombreux, ils ne réagissent pas. Explication de la scientifique Peggy Chekroun. Il y a l'influence sociale, je suis là, les autres n'interviennent pas, je n'interviens pas. Pourquoi est-ce que moi j'interviendrai vu que les autres n'interviennent pas ? Et voilà, en revanche, quand vous êtes le seul témoin, il n'y a pas d'influence sociale qui existe, et bien l'expérience le prouve, il y a quasi systématiquement une réaction de la part du témoin en question quand il y a une agression. Alors le documentaire est réussi, mais surtout il est nécessaire parce qu'en fait il nous met face vraiment à nos responsabilités. On se demande comment moi j'aurais réagi. On aimerait tous penser qu'on réagirait, en fait on ne sait pas, tant qu'on n'est pas confronté. On ne sait pas, il mériterait vraiment d'être diffusé notamment dans les établissements scolaires. Et juste pour info, la non-assistance à personne en danger, c'est passible de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. Voilà, non-assistance à personne en danger, c'est aussi le nom de ce documentaire que propose France 5 à 20h40. Rideau sur le kiosque. À demain les amis. Rideau.